Bonjour à tous, donc on va faire un petit peu de lecture, enfin, vous avez tout écouté, et on va commencer à lire Little Treasure de Robert Louis Stevenson. Alors c'est une traduction française et je vous engagerai à le lire dans le texte pour ceux qui sont un peu bilingues, ça serait chouette. Alors chapitre 1, Le vieux loup de mer de l'amiral Benbow. C'est sur les instances, c'est-à-dire les demandes, de monsieur le chevalier de Trelawney, du docteur Livesey, et de tous ces messieurs en général que je me suis décidé à mettre par écrit tout ce que je sais concernant l'île au trésor, depuis A jusqu'à Z, sans rien accepter que la position de l'île, et cela uniquement parce qu'il s'y trouve toujours une partie du trésor. Tintin. Je prends donc la plume, en 7 ans de grâce 1700, 3 petits points on sait pas, et commence mon récit à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow. En ce jour où le vieux marin, au visage basané et balafré d'un coup de sabre, vint prendre gîte sous notre toit. Je me le rappelle comme si c'était hier. Il arriva d'un pas lourd à la porte de l'auberge, suivi de sa cantine, son coffre, charrié sur une brouette. C'était un grand gaillard solide, aux cheveux très bruns tordus en une queue poisseuse, c'est-à-dire qui colle, qui retombait sur le collet d'un habit bleu malpropre. Il avait les mains couturées de cicatrices, les ongles noirs et déchiquetés, et la balafre du coup de sabre, d'un blanc sale et livide, s'étalait en travers de sa joue. Tout en sifflotant, il parcourut la crique du regard, puis, de sa vieille voix stridente et chevrotante, qu'avaient rythmé et cassé les manœuvres du cabestan, il entonna cette antique rengaine de matelot qu'il devait nous chanter si souvent par la suite. Nous étions 15 sur le coffre du mort, yo-ho-ho, et une bouteille de rhum. Bien sûr, c'est une improvisation, hein, on imagine bien, vous serez gentil. Après quoi, de son bâton, une saute d'inspecte, il heurta contre la porte, c'est-à-dire qu'il frappe, et, à mon père qui s'empressait, commanda brutalement un verre de rhum. Aussitôt servi, il le but posément et le dégusta en connaisseur. Très bon rhum, sans cesser d'examiner tour à tour les falaises et notre enseigne. Voilà une crique commode, dit-il à la fin, et un cabaret agréablement situé. Beaucoup de clientèle, camarade ? Mon père lui répondit négativement. Très peu de clientèle, si peu que c'en était désolant. Bon, en même temps, hein, il n'a pas fait le buzz sur Facebook, hein, il ne s'est pas débrouillé pour faire de la com, donc forcément, il ne faut pas se plaindre. Voilà. Eh bien, alors, reprit-il, je n'ai qu'à jeter l'ancre. Hé, l'ami, cria-t-il à l'homme qui poussait la brouette, accostez ici et aidez à monter mon coffre. Je resterai ici quelque temps, continua-t-il. Je ne suis pas difficile. Du rhum et des œufs au lard. Bah génial le régime, tu parles, qui va pas grossir. Enfin, grossir, en tout cas, va le manger, hein, on est d'accord. Il m'en faut pas plus, et cette pointe là-haut pour regarder passer les bateaux. Comment vous pourriez m'appeler hein? Vous pourriez m'appeler capitaine, tiens. Et je vois que vous inquiétez. Tenez. Et il jeta sur le comptoir 3 ou 4 pièces d'or. Alors j'aurais bien fait le bruit, mais ça sous-entend que je me lève de mon canapé pour aller chercher les pièces et faire gling gling gling. Donc vous l'imaginez, hein, on va s'en passer. Vous me direz quand j'aurai tout dépensé, fit-il, l'air hautain comme un capitaine de vaisseau. Voilà, tranquille. Et à la vérité, en dépit de ses piètres effets et de son rude langage, il n'avait pas du tout l'air d'un homme qui a navigué à l'avant. On l'eût pris plutôt pour un second, ou pour un capitaine qui ne souffre pas la désobéissance. Souffrir, ça veut dire qu'il ne supporte pas. L'homme, à la brouette, nous raconta que la malle-poste l'avait déposé, à la veille, au Royal George, et qu'il s'était informé des auberges qu'on trouvait le long de la côte. On lui avait dit du bien de la nôtre, je suppose, et pour son isolement, il l'avait choisi comme gîte. Et ce fut là tout ce que nous apprîmes de notre hôte. Il était ordinairement très taciturne, c'est-à-dire qu'il dit rien. Tout le jour, il rôdait alentour de la baie ou sur les falaises, muni d'une lunette d'approche en cuivre. C'est une sorte de... j'ai perdu le nom, mais... des jumelles, mais une seule jumelle, quoi. Toute la soirée, il restait dans un coin de la salle, auprès du feu, à boire des grogs, donc c'est-à-dire tisane plus alcool, au rhum très fort. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on s'adressait à lui, mais vous regardait brusquement d'un air féroce, en soufflant par le nez telle une corne d'alarme. Chaque jour, quand il rentrait de sa promenade, il s'informait s'il était passé des gens de mer. Au début, nous crûmes qu'il nous posait cette question parce que la société de ses pareils lui manquait, c'est-à-dire les marins lui manquent. Mais à la longue, nous nous aperçûmes qu'il préférait les éviter. Quand un marin s'arrêtait à l'amiral Benbow,
Il l'examinait à travers le rideau de la porte avant de pénétrer dans la salle, et, tant que le marin était là, il ne manquait jamais de rester muet comme une carpe. Un jour, me prenant à part, il me promit une pièce de 10 sous à chaque premier de mois si je voulais veiller au grain et le prévenir dès l'instant où paraîtrait un homme de mer à une jambe. Le plus souvent, lorsque venait le premier du mois et que je réclamais mon salaire, il se contentait de souffler par le nez et de me foudroyer du regard. Mais la semaine n'était pas écoulée qu'il se ravisait et me remettait mes 10 sous en me réitérant, en redemandant, l'ordre de veiller à l'homme de mer à une jambe. Si ce personnage hantait mes songes, il était inutile de le dire. Par les nuits de tempête où le vent secouait la maison tandis que le ressac mugissait dans la crique contre les falaises, le sac et le ressac, si vous préférez, c'est quand vous êtes à la mer et que tu as le mouvement des vagues qui va et qui vient. Et ça fait un bruit, vous savez, sac et ressac. Il m'apparaissait, donc cet homme qui l'imagine en tout cas, sous 1000 formes diverses et avec 1000 physionomies diaboliques. Tantôt la jambe lui manquait depuis le genou, tantôt dès la hanche. D'autres fois, c'était un monstre qui n'avait jamais possédé qu'une seule jambe, située au milieu de son corps. Le pire de mes cauchemars était de le voir s'élancer par bonds et me poursuivre à travers champs. Comme les monstres sous le lit. Et, somme toute, ces abominables imaginations me faisaient payer bien cher mes 10 sous mensuels. Mais, en dépit de la terreur que m'inspirait l'homme de mer à une jambe, j'avais beaucoup moins peur du capitaine en personne que tous les autres qui le connaissaient. Certains soirs, il buvait du grog, beaucoup plus qu'il n'en pouvait supporter, et, ces jours-là, il s'attardait parfois à chanter ces sinistres et farouches vieilles complaintes de matelots, sans souci de personne. Mais d'autres fois, il commandait une tournée générale et obligeait l'assistance intimidée à ouïr, c'est-à-dire écouter, des récits ou à reprendre en chœur ses refrains. Souvent, j'ai entendu la maison retentir du yo, oh, oh et une bouteille de rhum. Yo, ho, ho, et une bouteille de rhum. Un peu comme Playmobil, tu vois. Alors que tous ses voisins l'accompagnaient, à qui mieux pour éviter ses observations. Car c'était, durant ses accès, l'homme le plus tyrannique du monde. Il claquait de la main sur la table pour exiger le silence, il se mettait en fureur à cause d'une question, ou, voire même s'il n'en posait point, car il jugeait par là que l'on ne suivait pas son récit. Un petit peu un prof en fait, je crois. Et il n'admettait point que personne quittât l'auberge avant que lui-même, ivre-mort, se fût traîné jusqu'au lit. Vous imaginez la scène. Ce qui effrayait tout le monde, c'étaient ces histoires. Histoires épouvantables, où il n'était question que d'hommes pendus ou jetés à l'eau de tempêtes en mer et des îles de la Tortue. Et d'affreux exploits au pays de l'Amérique espagnole. De son propre aveu, il devait avoir vécu parmi les pirates sacripants auxquels Dieu permit jamais de naviguer. Mon père ne cessait de dire qu'il causerait la ruine de l'auberge, car les gens refuseraient bientôt d'y venir, s'y faire tyranniser et humilier, pour aller ensuite trembler dans leur lit. Mais je croirais plus volontiers que son séjour nous était profitable. Sur le moment, les gens avaient peur, mais à la réflexion, ils ne s'en plaignaient pas, car c'était une fameuse distraction dans la morne, c'est-à-dire un petit peu embêtante, routine villageoise. Triste plutôt pour morne. Dans un sens, à la vérité, il nous acheminait vers la ruine, car il ne s'en allait toujours pas. Des semaines s'écoulèrent, puis des mois, et l'acompte, c'est-à-dire ce qu'il avait donné en argent, était depuis longtemps épuisé, sans que mon père trouvât jamais le courage de lui réclamer le complément. Lorsqu'il y faisait la moindre allusion, le capitaine soufflait par le nez, avec un bruit tel qu'on eût dit un rugissement, et foudroyait du regard mon pauvre père, qui s'empressait de quitter la salle. Je l'ai vu se tordre les mains après l'une de ces rebuffades, et je ne doute pas que le souci et l'effroi où il vivait atterrent de beaucoup sa fin malheureuse et anticipée. Et là, paf, vachement bien l'auteur, parce qu'il dit que, rappelez-vous l'extrait, il va mourir, justement à cause de ce stress. De tout temps qu'il logea chez nous, à part quelques paires de bras qu'il acheta d'un colporteur, le capitaine ne renouvela en rien sa toilette. L'un des coins de son tricorne, son chapeau à 3 côtés, enfin 3 piques, s'étant cassé, il le laissa pendre depuis lors, bien que lui fût une grande gêne par temps venteux. Je revois l'aspect de son habit, qu'il rafistolait lui-même dans sa chambre de l'étage, et qui, dès avant la fin, n'était plus que pièce, c'est-à-dire un truc qui tombe en lambeaux. Jamais il n'écrivit, ni ne reçut une lettre. Il ne parlait jamais à personne qu'aux gens du voisinage, et cela même presque uniquement lorsqu'il était ivre de rhum. Son grand coffre de marin, nul d'entre nous ne l'avait jamais vu ouvert. On ne lui résista qu'une seule fois, et ce fut dans les derniers temps, alors que mon pauvre père était déjà gravement atteint de la phtisie, une maladie, qui devait l'emporter.
Le docteur Livesey, venu vers la fin de l'après-midi, accepta que ma mère lui servit un morceau à manger, puis il s'en alla fumer une pipe dans la salle. Je l'y suivis, et je me rappelle encore le contraste frappant que faisait le docteur, bien mis, c'est-à-dire qu'il est bien habillé, et allègre, c'est-à-dire qu'en fait il est vif, c'est pas une bûche quoi, à la perruque poudrée à blanc, aux cheveux noirs et vifs, au maintien, c'est-à-dire ménantistien, distingué, avec les paysans rustaux, c'est-à-dire un peu rudes, et surtout avec notre sale et blême épouvantail de pirates, avachis dans l'ivresse, et son vomi j'imagine, et les coudes sur la table. Soudain, il se mit, je parle du capitaine, à entonner son sempiternel refrain. Nous étions 15 sur le coffre du mort, yo ho ho, et une bouteille de rhum. La boisson, vous avez vu, c'est sur l'air du Petit Prince. La boisson et le diable ont expédié les autres, yo ho ho, et une bouteille de rhum. Enfin, il faut imaginer qu'il chante comme un bourré. Au début, j'avais cru que le coffre du mort était sa grande cantine, de là-haut, dans la chambre de devant, et cette imagination s'était amalgamée, mélangée, dans mes cauchemars avec celle de l'homme de mer à une jambe. Mais à cette époque, nous avions depuis longtemps cessé de faire aucune attention au refrain. Il n'était nouveau, ce soir-là, que pour le seul docteur Livesey, et je m'aperçus qu'il produisait sur lui un effet rien moins qu'agréable, car le docteur leva un instant les yeux avec une véritable irritation, avant de continuer à entretenir le vieux Taylor, le jardinier, d'un nouveau traitement contre ses rhumatismes. Cependant, le capitaine s'excitait à sa propre musique, et il finit par claquer de la main sur la table d'une manière que nous connaissions tous et qui exigeait le silence. Aussitôt, chacun se tut, sauf le docteur Livesey, qui poursuivit d'une voix claire et courtoise, c'est-à-dire polie. Le capitaine le dévisagea un instant avec courroux, avec colère du genre « vas-y, comment tu m'interromps ?» fit claquer de nouveau sa main, le toisa, c'est-à-dire le méprise un peu, d'un air farouche, et lança, avec un vil et grossier juron « Silence là-bas, dans notre pont !» Alors là, je suis en train de parler tout seul, ce qui doit être très amusant pour mes voisins. « Est-ce à moi que ce discours s'adresse, monsieur ?» fit le docteur. Et quand le butor lui déclarait avec un nouveau juron qu'il en était ainsi, « Je n'ai qu'une chose à vous dire, monsieur, » répliqua le docteur, « c'est que si vous continuez à boire du rhum de la sorte, le monde sera vite débarrassé d'un très ignoble gredin. » La fureur du vieux drôle fut terrible. Il se dressa d'un bond, tira un coutelas de marin qu'il ouvrit, et, le balançant de sa main ouverte, s'apprêta à clouer au mur le docteur. Celui-ci ne broncha point. Il continua de lui parler comme précédemment, par-dessus l'épaule, et du même ton. Un peu plus élevé peut-être, pour que toute la salle entendît, mais parfaitement, calme et posé. Si vous ne remettez pas à l'instant ce couteau dans votre poche, je vous jure sur mon honneur que vous serez pendu aux prochaines assises. Ils se mesurèrent du regard. Peut-être 10-20 centimètres, on ne sait pas. Ça, c'est mon commentaire, bien sûr, je rigole. Voire 1 mètre, parce que mesurer. Mais le capitaine céda bientôt, remisa son arme, l'arrangea, et se rassit en grondant comme un chien battu. Et maintenant, monsieur, continua le docteur, sachant désormais qu'il y a un tel personnage dans ma circonscription, vous pouvez compter que j'aurai l'œil sur vous, nuit et jour. Je ne suis pas seulement médecin, je suis aussi magistrat. C'est-à-dire qu'en fait, il peut faire appliquer les lois. Et s'il m'arrive la moindre plainte contre vous, fût-ce pour un esclandre comme celui de ce soir, je prendrai les mesures efficaces pour vous faire arrêter et expulser du pays. Vous voilà prévenu. Peu après, on amenait à la porte le cheval du docteur Livesey, et celui-ci s'en alla, mais le capitaine se tint tranquille pour cette soirée-là, et nombre de suivantes. Chapitre 2. Le chien noir fait une brève apparition. Ce fut peu de temps après cette algarade, c'est un mot compliqué pour dire une bagarre, que commença la série des mystérieux événements, Stranger Things, que devait nous délivrer enfin du capitaine, mais non, comme on le verra, des suites de sa présence. Cet hiver-là fut très froid et marqué par des gelées fortes et prolongées, ainsi que par de rudes tempêtes. Et dès son début, nous comprîmes que mon pauvre père avait peu de chance de voir le printemps. Il baissait chaque jour, comme nous avions, ma mère et moi, tout le travail de l'auberge sur les bras, nous étions très occupés pour accorder une grande attention à notre fâcheux pensionnaire. Donc type papa est devenu un fâcheux pensionnaire. Moyen, mais bon. C'était un jour de janvier, de bon matin. Il faisait un froid glacial, le givre blanchissait toute la crique, le flot clapotait doucement sur les galets, le soleil, encore bas, illuminait à peine la crête des collines et luisait au loin sur la mer.
Le capitaine, levé plus tôt que de coutume, était parti sur la grève. Bah oui, forcément, il ne veut pas travailler, il fait grève. Nous rime. Son coutelas ballant sous les larges basques de son vieil habit bleu, sa lunette de cuivre sous le bras, son tricorne rejeté sur la nuque. Je vois encore son haleine flotter derrière lui comme une fumée, tandis qu'il s'éloignait à grands pas. Le dernier son que je perçus de lui, comme il disparaissait derrière le gros rocher, fut un violent reniflement de colère à faire croire qu'il pensait toujours au docteur Livesey. Or, comme argent, ma mère était montée auprès de mon père. En attendant le retour du capitaine, je dressai la table pour son déjeuner, lorsque la porte de la salle s'ouvrit, et un homme que je n'avais jamais vu entra. Son teint avait une pâleur de cire, il lui manquait 2 doigts de la main gauche, et bien qu'il fût armé d'un coutelas, il semblait peu combatif. Je ne cessais de guetter les hommes de mer, à une jambe ou à 2, mais je me souviens que celui-là m'embarrassa. Il n'avait rien d'un matelot. Et néanmoins, il exhalait de son aspect, s'exhaler ça veut dire sortir, c'est une sorte de parfum, ça sent. Il s'exhalait de son aspect comme un relent maritime. Je lui demandai ce qu'il y avait pour son service, et il me commanda un rhum. Bah oui, pas de pastis, un rhum. Je m'apprêtais à sortir de la salle pour l'aller chercher lorsque mon client s'assit sur une table et me fit signe d'approcher. Je m'arrêtai sur place, ma serviette à la main. « Viens ici, fiston, » reprit-il. « Plus près. »« Est-ce que cette table est pour mon camarade Bill » interrogea-t-il en ébauchant un clin d'œil. Je lui répondis que je ne connaissais pas son camarade Bill et que la table était pour une personne qui logeait chez nous et que nous appelions le capitaine. « Au fait, » dit-il, « je ne vois pas pourquoi ton capitaine ne serait pas mon camarade Bill. Il a une balafre sur la joue, mon camarade Bill, et des manières tout à fait gracieuses, en particulier lorsqu'il a bu. Mettons pour voir que ton capitaine a une balafre sur la joue, et mettons, si tu le veux, bien, que c'est sur la joue droite. Hein ? Qu'est-ce que je te disais ? Et maintenant je répète. Mon camarade Bill est-il dans la maison ? Je lui répondis qu'il était parti en promenade. Par où, fiston ? Par où est-il allé ? Je désignai le rocher et affirmai que le capitaine ne tarderait sans doute pas à rentrer. Puis, quand j'eus répondu à quelques autres questions, « Oh, dit-il, ça lui fera autant de plaisir que de boire un coup à mon camarade Bill. » Il prononça ces mots d'un air dénué de toute bienveillance. Mais après tout, ce n'était pas mon affaire, et d'ailleurs, je ne savais quel parti prendre. L'étranger demeurait posté tout contre la porte de l'auberge et surveillait le tournant comme un chat qui guette une souris. À un moment, je me hasardai sur la route, mais il me rappela aussitôt. Et comme je n'obéissais pas assez vite à son gré, sa face cireuse prit une expression menaçante. Avec un blasphème, une injure, qui me fit sursauter, il m'ordonna de revenir. Dès que je lui eus obéi, il revint à ses allures premières, mi-caressantes, mi-railleuses, c'est-à-dire qu'il se moque, me tapota l'épaule, me déclara que j'étais un brave garçon et que je lui inspirais la plus vive sympathie. « Et moi-même un fils, » ajouta-t-il, « qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et il fait toute la joie de mon cœur. » Alors, on imagine le pauvre fils. Mais le grand point pour les enfants est l'obéissance, fiston, l'obéissance. Et là, j'espère que vous prenez toute la conscience de obéissance, travail, école. Or, si tu avais navigué avec Bill, tu n'aurais pas attendu que je te le rappelle 2 fois. Certes, non. Ce n'était pas l'habitude de Bill, ni de ceux qui naviguaient avec lui. Mais voilà, en vérité, mon camarade Bill, avec sa lunette d'approche sous le bras, un Dieu le bénisse ma foi. Tu vas te reculer avec moi dans la salle, fiston, et te mettre derrière la porte. Nous allons faire à Bill une petite surprise. Ah, que Dieu le bénisse, je le répète. Ce disant, l'inconnu m'attira dans la salle et me plaça derrière lui, dans un coin où la porte ouverte nous cachait tous les deux. J'étais fort ennuyé et inquiet, comme bien on pense, et mes craintes s'augmentaient encore de voir l'étranger, lui aussi, visiblement effrayé. Il dégagea la poignée de son coutelas et en fit jouer la lame dans sa gaine. Et tout le temps que dura notre attente, il ne cessa de ravaler sa salive, comme s'il avait eu, comme on dit, un crapaud en gorge. À la fin, le capitaine entra, fit claquer la porte derrière lui, et sans regarder ni à droite ni à gauche, et traversant la pièce, alla droit vers la table où l'attendait son déjeuner. « Bill !» lança l'étranger. D'une voix qu'il s'efforçait, me parut-il de rendre forte et assurée. Le capitaine pivota sur ses talons.
et nous fit face. Tout hâle avait disparu de son visage, qui était blême, c'est-à-dire tout blanc, jusqu'au bout du nez. On eût dit à son air qu'il venait de voir apparaître un fantôme, ou le diable, ou pis encore, s'il se peut, et j'avoue que je le pris en pitié, à le voir tout à coup si vieilli et si défait. « Allons, Bill, tu me reconnais ? Tu reconnais un vieux camarade de bord, pas vrai, Bill ?» Le capitaine eut un sourire spasmodique, c'est-à-dire qu'en fait, son sourire, il va et il vient, nerveusement. « Chien noir, fit-il. Et qui ce serait d'autre ?» reprit l'étranger avec plus d'assurance. « Chien noir, plus que jamais, venu voir son vieux camarade de bord, Bill, à l'auberge de l'amiral Benbow. Ah, Bill, Bill, nous avons vu des choses tous les deux, depuis que j'ai perdu ces 2 doigts, ajouta-t-il en élevant sa main mutilée. Ah bah, la thématique de la mutilation, ça marche, depuis Omar Paul. Eh bien, voyons, fit le capitaine. Va y retrouver. Me voici. Pareil, donc qu'y a-t-il ? Eh bien, toi, Bill, répliqua Chien Noir. Il n'y a pas d'erreur, Billy. Je vais me faire servir un verre de rhum par ce cher enfant-ci, qui m'inspire tant de sympathie, et nous allons nous asseoir, s'il te plaît, et causer franc comme 2 vieux copains. Quand je revins avec le rhum, et si on ne prononce pas le U comme un homme, ça fait un rhume. Quand je reviens avec le rhume. Ah. Quand je revins avec le rhum, ils étaient déjà installés de chaque côté de la table, servis pour le déjeuner du capitaine. Chien Noir auprès de la porte, et assis de biais, comme pour surveiller d'un œil son vieux copain, et de l'autre, à mon idée, sa ligne de retraite. Il m'enjoignit de sortir en laissant la porte grande ouverte. « On me la fait pas avec les trous de serrure, fiston », ajouta-t-il. Je les laissai donc ensemble et me réfugiai dans l'estaminet. J'eus beau prêter l'oreille, comme de juste, il se passa un bon moment où je ne saisis rien de leur bavardage, car ils parlaient à voix basse. Mais peu à peu, ils élevèrent le ton, ou le saumon. Ils élevèrent le ton, et je discernai quelques mots, principalement des jurons, lancés par le capitaine. « Non, 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 et 1000 fois non, en voilà assez !» cria-t-il une fois, et une autre. « Et ça finit par la potence, tous seront pendus, je vous dis !» Et tout à coup, il y eut une effroyable explosion de blasphème. Chaises et tables culbutèrent à la fois, un cliquetis d'acier retentit, puis un hurlement de douleur, et une seconde plus tard, je vis Chien Noir fuir, éperdu, serré de près par le capitaine, tous 2 coutelas au poing, et le premier saignant abondamment de l'épaule gauche. Arrivé à la porte, le capitaine asséna au fuyard un dernier coup formidable qui lui aurait sûrement fendu le crâne si ce coup n'eût été arrêté par notre massive enseigne de l'amiral Benbow. On voit encore aujourd'hui la brèche sur la partie inférieure du tableau. Ce coup mit fin au combat. Aussitôt sur la route, Chien Noir, en dépit de sa blessure, prit ses jambes à son cou et, avec une agilité merveilleuse, disparut en une demi-minute derrière la crête de la colline. Pour le capitaine, il restait à béer, c'est-à-dire sidéré grosso modo, devant l'enseigne, comme sidéré, c'est marqué après. Après quoi, il se passa sa main sur les yeux à plusieurs reprises. Et finalement, il rentra dans la maison. « Jim !» me dit-il, « du rhum !» Et comme il parlait, il titubait légèrement et s'appuya d'une main contre le mur. « Êtes-vous blessé ?» m'écriai-je avec une toute petite voix gentille de petit adolescent. « Oh, quelle surprise !»« Du rhum !» répéta-t-il. « Il faut que je m'en aille d'ici, du rhum !» Je courus lui en chercher. Mais, tout bouleversé par ce qui venait d'arriver, je cassai un verre et faussai le robinet. Ça veut dire que je tombe sur le robinet, grosso modo, et ça l'ouvre, enfin ça le tord. Si bien que j'étais toujours occupé de mon côté lorsque j'entendis dans la salle le bruit d'une lourde chute. Je me précipitai et vis le capitaine étalé de tout son long sur le carreau. À la même minute, ma mère, alarmée par les cris de la bagarre, descendait, 4 à 4, pour venir à mon aide. « Mais monsieur… »« Oui, Kevin, qu'est-ce qu'il y a ?»« Même un 4x4, ça n'existe pas à l'époque. »« Non, Kevin, 4 à 4, ça veut dire très vite. »« Ah, d'accord. » À nous deux, donc ma mère et moi, nous lui relevâmes la tête. Il respirait bruyamment et avec peine, mais il avait les yeux fermés et le visage une teinte hideuse. « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» s'écria ma mère. « Quel malheur pour toute notre maison, et ton pauvre père qui est malade !» Cependant, nous n'avions aucune idée de ce qu'il convenait de faire pour secourir le capitaine, et nous restions persuadés qu'il avait reçu un coup mortel dans sa lutte avec l'étranger. À tout hasard, je pris le verre de rhum et tentai de lui en introduire un peu dans le gosier. Mais il avait les dents
étroitement serrés et les mâchoires contractées comme un étau. Ce fut pour nous une vraie délivrance de voir la porte s'ouvrir et livrer passage au docteur Livesey, venu pour visiter mon père. « Oh, docteur !» criâmes. « Que faire ? Où est-il blessé ?»« Lui blessé, taratata !» fit le docteur. Avec Nagui, parce que taratata. Pas plus blessé que vous ni moi. Cet homme vient d'avoir une attaque d'apoplexie. Et ouais, mauvais en vocabulaire. Comme je l'avais prédit. Allons, Madame Hawkins, remontez vite auprès de votre mari, et autant que possible, ne lui parlez de rien. De mon côté, je dois faire de mon mieux pour lui sauver la vie. 3 fois indigne de ce misérable. Et pour cela, Jim, ici présent, va m'apporter une cuvette. Quand je rentrai avec la cuvette, le docteur avait déjà retroussé la manche du capitaine et mis à nu son gros bras musculeux. Il était couvert de tatouages. « Bon vent !» et « Billy Bones s'en fiche !» se lisait fort nettement sur l'avant-bras. Et plus haut vers l'épaule, on voyait le dessin d'une potence avec son pendu. Prophétique, c'est-à-dire qui annonce l'avenir, fit le docteur, en touchant du doigt ce croquis. Et maintenant, maître Billy Bones, si c'est bien là votre nom, nous allons voir un peu la couleur de votre sang. Jim, avez-vous peur du sang ? Non, monsieur. Bon, alors tenez la cuvette. Et là-dessus, il prit la lancette et ouvrit la veine. Il fallut tirer beaucoup de sang au capitaine avant qu'il soulevât les paupières et promena autour de lui un regard vague. D'abord, il fronça les sourcils en reconnaissant le médecin, puis son regard s'arrêta sur moi et il sembla rassuré. Mais soudain, il changea de couleur et s'efforça de se lever en criant « Où est un chien noir ?» « Il n'y a de chien noir ici que dans votre imagination, répliqua le docteur. Vous avez bu du rhum et vous avez eu une attaque, tout comme je vous prédisais, et je viens, fort à regret, de vous arracher à la tombe où vous piquiez une tête. Vous avez vu un peu tout le champ lexical de la mer, piquer une tête, etc., le rhum, regard vague, tout ça. C'est génial ce bouquin. Et maintenant, maître Bones, ce n'est pas mon nom, interrompit-il. Peu importe, c'est celui d'un flibustier de ma connaissance, et je vous appelle ainsi pour abréger. Ce que j'ai à vous dire, le voici. Un verre de rhum ne vous tuera pas, mais si vous en prenez un, vous en prendrez un second, et un troisième. Et je gagerai, c'est-à-dire je parierai, ma perruque que si vous ne cessez pas net, vous mourrez. Entendez-vous bien ? Vous mourrez et vous irez à votre vraie place, comme il est dit dans la Bible. Allons, voyons, faites un effort, je vous aiderai à vous mettre au lit pour cette fois. À nous deux, et non sans peine, nous arrivâmes à le porter en haut et à le déposer sur son lit. Sa tête retomba sur l'oreiller, comme s'il allait s'évanouir. Maintenant, dit le docteur, rappelez-vous bien ce que je vous déclare en conscience. Le rhum, pour vous, est un arrêt de mort. Et là-dessus, il me prit par le bras et m'entraîna vers la chambre de mon père. Ce ne sera rien, me dit-il. Sitôt la porte refermée, je lui ai tiré assez de sang pour qu'il se tienne un moment tranquille. Le mieux pour vous, et pour lui, serait qu'il restât au lit pour une huitaine. Mais une nouvelle attaque l'emporterait. Chapitre 3. La tache noire. Vers midi, chargé de boissons rafraîchissantes et de médicaments, je pénétrai chez le capitaine. Il se trouvait à peu près dans le même état, quoique un peu ranimé, et il me parut à la fois faible et agité. « Jim, me dit-il, tu es le seul ici qui vaille quelque chose. Tu le sais, j'ai toujours été bon pour toi. Pas un mois ne s'est passé où tu n'aies reçu tes 10 sous. Et maintenant, camarade, tu vois comme je suis aplati, abandonné tous. Dis, Jim, tu vas apporter un petit verre de rhum tout de suite, n'est-ce pas, camarade ? Le docteur, commençai-je. Mais il éclata en malédiction contre le docteur d'une voix lasse, quoique passionnée. Ah, les docteurs sont tous des sagouins, fit-il. Et celui-là, qu'est-ce qu'il connaît aux gens de merde ? Merde. Oups. J'ai été dans des endroits chauds comme braise, où les copains tombaient les uns après les autres, et de la fièvre jaune, où les sacrés tremblements de terre faisaient onduler le sol comme une mer. Ah, qu'est-ce qui connaît ton docteur à des pays comme ça ? Et je ne vivais que de rhum, je te dis. Était ma boisson et ma nourriture, et nous étions comme mari et femme. Et si je n'avais pas tout de suite mon rhum, je ne suis qu'une pauvre vieille carcasse échouée, mon sang retombera sur toi, Jim, et sur ce sagouin de docteur. Il se remit à sacrer. Sacrer veut dire jurer dans ce cas-là. Ouais, Jim, comme mes doigts s'agitent, continua-t-il d'un ton plaintif. Ah, je peux pas les arrêter, je t'assure. Bah, t'as qu'à jouer du piano, mon gars, alors. Je n'ai pas bu une goutte de toute cette maudite journée. Ce docteur est un idiot,
te dis. Et si je bois pas un coup de rhum, Jim, je vais avoir des visions, et j'en ai déjà. Je vois le vieux Flynn dans le coin derrière toi, je le vois aussi net qu'en peinture, et si j'attrape des visions, comme ma vie a été orageuse, ce sera épouvantable. Ton docteur, toi-même, a dit qu'un verre ne me ferait pas de mal, Jim, je te paierai une guinée d'or pour une topette. Une guinée d'or, c'est une pièce d'or, et une topette, grosso modo, c'est un verre de rhum. Son agitation croissait toujours, et cela m'inquiétait pour mon père, qui, étant au plus bas, c'est-à-dire mal en point, ce jour-là avait besoin de repos. En même temps, il me semble qu'il pionce tout le temps. D'ailleurs, si la tentative de corruption m'offensait un peu, alors corruption, c'est qu'il veut acheter Jim. J'étais rassuré par les paroles du docteur que me rappelait le capitaine. « Je ne veux pas d'autre argent, lui dis-je, sauf celui que vous devez à mon père. Vous aurez un verre, pas plus. » Quand je le lui apportai, il le saisit avidement et l'absorba d'un trait. « Ah, oui, fit-il. Ça va un peu mieux pour sûr. Et maintenant, camarade, ce docteur a-t-il dit combien de temps je resterai cloué sous cette vieille paillasse ? » ?»« Au moins une huitaine. »« Tonnerre ! Une huitaine !» ?»« Ah, ce n'est pas possible. D'ici là, ils m'auront flanqué la tache noire. En ce moment même, ces ganaches sont en train de prendre le vent contre moi. Des fainéants incapables de conserver ce qu'ils ont reçu et qui veulent flibuster la part d'autrui. Ah, est-ce là une conduite digne d'un marin ? Je te le demande. Mais je suis économe dans l'âme, moi. Jamais je n'ai gaspillé ni perdu mon bon argent. Je leur ferai encore la nique. Alors la nique, ça vient s'en moquer de la provocation. Je n'ai pas peur d'eux, je vais larguer un riz camarade et distancer à nouveau. Tout en parlant ainsi, il s'était levé de sa couche à grand-peine et, en se tenant à mon épaule, qu'il serrait quasi à me faire crier, et mouvant ses jambes comme des masses inertes. Une fois assis au bord du lit, il s'immobilisa. « Ah, ce docteur m'a tué !» balbutia-t-il. « Mes oreilles teintes, recouche-moi. » Je n'eus pas le temps de l'assister, il retomba dans sa position première et resta silencieux une minute. « Jim, dit-il enfin, tu as vu ce marin tantôt ? Chien noir ? Oui, chien noir. Ah, c'en est des mauvais, mais ceux qui l'ont envoyé sont pires. Ah, si je parviens pas à m'en aller et qu'ils me flanquent la tache noire. Rappelle-toi qu'ils en veulent à mon vieux coffre de merde. Tu montes un cheval, tu sais monter, hein ? Bon. Donc tu montes à cheval et tu vas chez... Bah ouais, tant pis pour eux, chez Sempiternel Sagouin de docteur, lui dire de rassembler tout son monde magistral, reste, et il leur mettra le grappin dessus à l'amiral Benbow. Tout l'équipage du vieux Flint, petits et grands, tout ce qu'il en reste, j'étais le premier officier, moi, premier officier du vieux Flint, et je suis le seul qui connaisse l'endroit. Il m'a livré le secret à Savannah sur son lit de mort, et peu après, comme je pourrais faire à présent, vois-tu, mais il ne te faut les livrer que s'il me flanque la tache noire, ou si tu vois encore chien noir, ou bien un homme de mer à une jambe, Jim, celui-là surtout. Mais qu'est-ce que c'est que cette tache noire, capitaine ? C'est un avertissement, camarade. Je t'expliquerai s'ils en viennent là, mais continue à ouvrir l'œil, Jim, et je partagerai avec toi à égalité. Parole d'honneur. Il divagua encore un peu d'une voix qui s'affaiblissait, mais je lui donnai sa potion, il la prit docile comme un enfant, et fit la remarque que, si jamais un marin avait eu besoin de drogue, c'était bien lui, après quoi il tomba dans un sommeil profond, comme une syncope, où je le laissai. Qu'aurais-je fait si tout s'était normalement passé ? Je l'ignore. Il était probable que j'aurais tout raconté au docteur, car je craignais terriblement que le capitaine se repentît de ses aveux et se débarrassât de moi. Mais il advint que mon pauvre père mourut cette nuit-là, fort à l'improviste, et ce qui me fit négliger tout autre souci. Notre légitime désolation, les visites des voisins, les apprêts des funérailles et tout le travail de l'auberge à soutenir entre-temps m'accaparèrent si bien que j'eus à peine le loisir de songer au capitaine et encore moins d'avoir peur de lui. Je vous rappelle 5 lignes pour parler de la mort de son papa, alors qu'ils en ont fait plusieurs pages pour l'apoplexie. Il descendit le lendemain matin et prit ses repas comme d'habitude. Il mangea peu, mais but du rhum. Je le crains plus qu'à l'ordinaire, car il se servit lui-même au comptoir, l'air farouche et soufflant par le nez sans que personne osât s'y opposer. Le soir qui précéda l'enterrement, il était plus ivre que jamais, et cela scandalisait, dans cette maison en deuil, de l'ouïr, c'est-à-dire de l'entendre, chanter son sinistre vieux refrain de mer. Mais en dépit de sa fatigue, il nous inspirait à tous une crainte mortelle, et le docteur, appelé subitement auprès d'un malade qui habitait à plusieurs milles, resta éloigné de chez nous après le décès de mon père.
Je viens de dire que le capitaine était faible. En réalité, il paraissait s'affaiblir au lieu de reprendre des forces. Il grimpait et descendait l'escalier, allait et venait de la salle à l'estaminet et réciproquement, en sens inverse, et parfois mettait le nez au dehors pour humer, sentir, l'air salin. Mais il marchait en se tenant au mur et respirait vite et avec force, comme on fait en escaladant une montagne, ou quand on arrive au 3e étage du collège. Pas une fois, il ne me parla en particulier, et je suis persuadé qu'il avait quasi oublié ses confidences. Mais son humeur était plus instable, et en dépit de sa faiblesse corporelle, plus agressive que jamais. Lorsqu'il avait bu, il prenait la manie inquiétante de tirer son coutelas et de garder la lame à sa portée sur la table. Mais tout compte fait, il se souciait moins des gens et avait l'air plongé dans ses pensées à demi absent. Une fois par exemple, à notre grande surprise, il entonna un air nouveau, une sorte de rustique chanson d'amour qu'il avait dû connaître tout jeune avant de naviguer. Ainsi allèrent les choses jusqu'au lendemain de l'enterrement. Vers les 3 heures, par une après-midi de brume glacée, je m'étais mis sur le seuil, 1 minute, lorsque je vis sur la route un individu qui s'approchait avec lenteur. Il était à coup sûr aveugle, car il tapotait devant lui avec son bâton. Je vais éternuer là. Voilà qui est fait. Et portait sur les yeux et le nez une grande visière verte. Il était courbé par les ans, ou par la fatigue, et son vaste caban, c'est un grand manteau, de marin tout loqueteux, le faisait paraître difforme. De ma vie, je n'ai jamais vu de sinistre personnage. Un peu avant l'auberge, il fit halte, et sur un ton de mélopée bizarre, interpella le vide devant lui. Un ami compatissant, aurait-il indiqué à mon pauvre aveugle qui a perdu le don précieux de la vie en défendant mon cher pays natal, l'Angleterre et le roi George, que Dieu bénisse, où et en quel lieu de ces pays peut bien se trouver présentement ? Vous êtes l'amiral Benbow. Cric du Mont-Noir, mon brave homme, lui répondis-je. J'entends une voix, reprit-il, une voix jeune. Voudriez-vous me donner votre main, mon aimable jeune ami, me faire entrer ? Je lui tendis la main, et le hideux aveugle l'agrippa sur le champ, comme dans des tenailles. Tout effrayé, je voulus me dégager, mais d'un simple effort, il m'attira tout contre lui. Maintenant, mon petit, mène-moi auprès du capitaine. Monsieur, répliquai-je, sur ma parole, je vous jure que je n'ose pas. C'est comme ça, mène-moi tout de suite à l'intérieur, sinon je te casse le bras. Et tout en parlant, il me le tordit si fort que je poussai un cri. Monsieur, repris-je, c'est pour vous que j'en dis. Le capitaine n'est pas comme ça d'habitude, il a toujours le coutelas tiré. Allons, voyons, marche, interrompit-il. Jamais je n'ouïs voix plus froidement cruelle et odieuse que celle de cet aveugle. Elle m'intimida plus que la douleur, et je me mis aussitôt en devoir de lui obéir. Je franchis le seuil et me dirigeai droit vers la salle où se tenait notre vieux Forban malade. L'aveugle, me serrant dans sa poigne de fer, s'appuyait sur moi. Mène-moi directement à lui, écrit Bill, voici un ami pour vous. Tu ne fais pas ça, moi je te ferai ceci. Et il m'affligea une saccade, dont je pensais m'évanouir. Dans cette alternative, c'est-à-dire pas possibilité, mon absolue terreur du mendiant aveugle me fit oublier ma peur du capitaine. J'ouvris la porte de la salle et criai d'une voix tremblante la phrase qui m'était dictée. Le pauvre capitaine leva les yeux. En un clin d'œil, son ivresse disparut, et il resta béant, dégrisé. Son visage exprimait plus que de l'effroi, un horrible dégoût. Il alla pour se lever, mais je crois qu'il n'aurait plus la force. « Non, Bill, dit le mendiant, reste assis là. Je n'y vois point, mais j'entends remuer à un doigt. Les affaires sont les affaires. Tends-moi ta main gauche. Petit, prends sa main gauche par le poignet et approche-la moi, ma droite. » Nous lui bûmes tous deux, exactement, et je le vis faire passer quelque chose du creux de la main qui tenait son bâton entre les doigts du capitaine, qui se refermèrent dessus instantanément. « Voilà qui est fait, dit l'aveugle. » À ces mots, il me lâcha soudain, et avec une dextérité et une prestesse incroyables, il déguerpit, c'est-à-dire qu'il fuit rapidement. Figé sur place, j'entendis décroître au soin le tapotement de son bâton. Il nous fallut plusieurs minutes, au capitaine et à moi, pour recouvrer nos esprits. À la fin, et presque simultanément, je laissai aller son poignet, que je tenais toujours, et il retira la main pour jeter un coup d'œil dans sa paume. « À 10 heures !» m'écria-t-il. « Cela me donne 6 heures. Nous pouvons encore les flibuster !» Il se leva d'un bond,
Mais au même instant, il porta la main à sa gorge, vacilla une minute, puis, avec un râle étrange, s'abattit du haut de son haut, la face contre terre. Je courus à lui, tout en appelant ma mère. Mais notre empressement fut vain. Frappé d'apoplexie foudroyante, le capitaine avait succombé. Dès que je le vis mort, j'éclatai en sanglots. C'était le second décès que je voyais, et le chagrin, dû au premier, c'est-à-dire en fait causé par le premier, était encore tout frais dans mon cœur. Chapitre 4. Le coffre de mer. Sans perdre un instant, je racontai alors à ma mère tout ce que je savais, comme j'aurais peut-être dû le faire depuis longtemps. Nous vîmes d'emblée le péril et la difficulté de notre situation. L'argent du capitaine, s'il en avait, nous était bien dû en partie. Mais quelle apparence y avait-il que les complices de notre homme, et surtout les 2 échantillons que j'en connaissais, Chien Noir et le mendiant aveugle, fussent disposés à lâcher leur butin pour régler les dettes du défunt. Or, si je suivais les instructions du capitaine, et allais aussitôt prévenir le docteur Livesey, je laissais ma mère seule et sans défense. Je n'y pouvais donc songer. D'ailleurs, nous nous sentions tous deux incapables de rester beaucoup plus longtemps dans la maison. Les charbons qui s'éboulaient dans le fourneau de la cuisine et jusqu'au tic-tac de l'horloge nous pénétraient de crainte. Le voisinage s'emplissait pour nous de bruits de pas imaginaires. Bref, ils ont peur. Et placé entre le cadavre du capitaine, gisant sur le carreau de la salle, et la pensée de l'infâme mendiant aveugle rôdant aux environs, il y avait des moments où, comme on dit, je tremblais dans mes culottes de terreur. Il nous fallait prendre une décision immédiate. Finalement, l'idée nous vint de partir dans un vaisseau spatial pour gagner Mars, zone plus tranquille pour nous. Mais non, bien sûr que non, tiens. Finalement, l'idée nous vint de partir tous les deux chercher du secours au hameau voisin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, ellipse. Chouette, on connaît des termes maintenant. Waouh! Sans même nous couvrir la tête, nous nous élançâmes dans le soir tombant et le brouillard glacé. Le hameau n'était qu'à quelques 100 toises. Alors la toise, c'est une mesure à partir du Moyen-Âge pour calculer en grosso modo en mètres. On va dire une toise égale 1 mètre, donc 100 mètres. Le hameau n'était qu'à quelques 100 toises, mais caché à la vue de l'autre côté de la crique voisine. Ce qui me rassurait beaucoup, il se trouvait dans la direction opposée à celle par où l'aveugle avait fait son apparition et par où il s'en était apparemment retourné. Le trajet nous prit peu de minutes, et cependant, nous nous arrêtâmes plusieurs fois pour prêter l'oreille, mais on n'entendait aucun bruit suspect, rien que le léger clapotis du ressac et le croassement des corbeaux dans le bois. Fais ce qu'on peut, ok ? Les chandelles s'allumaient quand nous atteignîmes le hameau, et jamais je n'oublierai mon soulagement à voir leur jaune clarté aux portes et aux fenêtres. Mais personne ne consentit à nous accompagner jusqu'à l'amiral Benbow. Plus nous disions nos ennuis, plus les gens se cramponnaient à l'abri de leur maison. Le nom du capitaine Flint, inconnu de moi, mais familier à beaucoup d'entre eux, répandait la terreur. Des hommes qui avaient travaillé au champ se souvenaient d'avoir vu, sur la route, plusieurs étrangers dont ils s'étaient écartés, les prenant pour des contrebandiers, des pirates quoi. Et l'un ou l'autre avait vu un petit chasse-marée à l'abri dans ce que nous appelions la cale de Kit. Alors un chasse-marée, c'est un petit bateau. C'est pourquoi il suffisait d'être une relation du capitaine pour leur causer une frayeur mortelle. Tant et si bien que nous en trouvâmes plusieurs disposés à se rendre à cheval jusque chez le docteur Livesey, qui habitait dans une autre direction. Mais pas un ne voulut nous aider à défendre l'auberge. La lâcheté, dit-on, est contagieuse, mais la discussion, au contraire, donne du courage. Aussi, quand chacun eut parlé, ma mère leur dit... J'ai fait une page. Ma mère leur fait à tous... Alors là, il doit y avoir un problème de page. Bref, elle ne voulait pas, déclara-t-elle, perdre de l'argent qui appartenait à son fils orphelin. Elle conclut. Si aucun d'entre vous n'ose venir, Jim et moi, nous oserons. Nous allons retourner où nous sommes venus et, sans vous dire merci, tas de gros gaillards pires que des poules mouillées. Nous ouvrirons ce coffre, dût-il nous en coûter la vie, et je vous emprunte ce sac, Madame Crossley, pour emporter notre dû. Un dû, c'est notre bien, notre avoir, nos sous, quoi. Comme de juste, je me déclarai prêt à accompagner ma mère, et comme de juste aussi, tous se récrièrent devant notre témérité, c'est notre courage. Mais même alors,
pas un homme ne s'offrit pour nous escorter. Tout ce qu'ils firent, ce fut de me donner un pistolet chargé, pour le cas où l'on nous attaquerait, et de nous promettre qu'ils tiendraient des chevaux tous scellés du genre avec une selle, pour le cas où l'on nous poursuivrait de notre retour, cependant qu'un garçon s'apprêtait à galoper jusque chez le docteur afin d'obtenir le secours de la force armée, c'est-à-dire ramener des soldats, ou des compagnons armés. Mon cœur battait fort quand, par la nuit glaciale, nous nous engageâmes dans cette périlleuse aventure. La pleine lune, rougeâtre et déjà haute, transparaissait vers la limite supérieure du brouillard. Notre hâte s'en accrut, car il ferait évidemment aussi clair qu'en plein jour, avant que nous puissions quitter la maison, et notre départ serait exposé à tous les yeux. Nous nous faufilâmes au long des haies, prompts, ça veut dire rapide, et silencieux, sans rien voir ni entendre qui augmenta nos inquiétudes. Enfin, à notre grand soulagement, la porte de l'amiral Benbow se referma sur nous. Je poussai bien vite le verrou, et nous restâmes 1 minute dans le noir tout pantelant, seuls sous ce toit avec le cadavre du capitaine. Puis ma mère prit une chandelle dans l'estaminet, et, nous tenant par la main, nous pénétrâmes dans la salle. Le corps gisait, toujours dans la même position, les yeux béants et un bras étendu. « Baisse le store, Jim, » chuchota ma mère. « S'ils arrivent, ils nous verraient du dehors. Là. Et maintenant, il nous faut trouver la clé sur ce cadavre. Je dois bien savoir qui de nous va y toucher. » Elle est une sorte de sanglot. Je m'agenouillai à côté du mort. Il se réveilla et nous mangea. Quand je faisais une allusion à un film de zombies. Je m'agenouillai à côté du mort. Près de sa main, sur le parquet, je vis un petit rond de papier noirci sur une face. C'était évidemment la tache noire. Je pris le papier et le retournai. Au verso, correctement tracé d'une main ferme, je lus ce court message. « Tu as jusqu'à 10 heures ce soir. »« Mère, dis-je, il avait jusqu'à 10 heures. » À cet instant précis, notre vieille horloge se mit à sonner. Ce fracas inattendu nous fit une peur affreuse, mais tout allait bien. Il n'était que 6 heures. « Allons, Jim, » reprit ma mère, « cette clé. » J'explorai les poches, l'une après l'autre. Quelques menus monnaies, c'est-à-dire pas beaucoup de sous, un dé, du fil et de grosses aiguilles, un rôle de tabac mordu par le bout, le couteau à manche courbe, une boussole portative et un briquet formaient tout leur contenu. Je commençai par désespérer. « Elle est peut-être à son cou, hasarda ma mère. » Surmontant une vive répugnance, j'arrachai au col la chemise du cadavre, et la clé nous apparut, enfilée dans un bout de corde goudronnée, que je tranchai à l'aide de son propre couteau. Ce succès nous remplit d'espoir, et nous grimpâmes en toute hâte à la petite chambre où le capitaine avait couché si longtemps, et d'où sa malle n'avait pas bougé depuis le jour de son arrivée. C'était d'apparence un coffre de marin comme tous les autres, aux angles détériorés, c'est-à-dire abîmés, par les heurts, c'est-à-dire les coups, d'un service prolongé. Sur le couvercle se lisait l'initiale B, imprimée au fer chaud. « Passe-moi la clé, » me dit ma mère. Bien que la serrure fût très dure, elle l'ouvrit en un clin d'œil et souleva le couvercle. Un fort relent de tabac, c'est-à-dire une forte odeur, et de goudron s'échaffa du coffre, mais on n'y voyait rien, au premier abord, qu'un très bon habit complet, soigneusement brossé et plié. Dessous, le pêle-mêle commençait. Un quart de cercle, un gobelet de fer blanc, plusieurs rouleaux de tabac, 2 paires de très beaux pistolets, un lingot d'argent, une vieille montre espagnole, quelques autres bibelots de peu de valeur, presque tous d'origines étrangères, un compas de mathématiques à branches de cuivre et 5 ou 6 coquillages des Indes occidentales. Je me suis souvent demandé, par la suite, pourquoi il transportait avec lui ces coquillages dans sa vie errante de criminel pourchassé. Jusqu'ici, et vous avez vu d'ailleurs en parenthèse, on anticipe de le fait qu'on découvre plus tard que ce soit un criminel pourchassé. Bon, on s'en doute un petit peu, vous me direz. Jusqu'ici, le lingot d'argent et les bibelots avaient seuls quelques prix, mais cela ne faisait pas notre affaire. Par-dessous, il y avait un vieux surcois blanchi aux embruns de bien des maules. Ma mère le retira impatiemment et le dernier contenu de la malle nous apparut. Un paquet enveloppé de toile cirée qui semblait renfermer des papiers et un sac de toile qui émit sous nos doigts le tintement de l'or. « Je ferai voir à ces bandits que je suis une honnête femme, dit ma mère. Je prendrai mon dû, et pas un rouge liard de plus. Donne-moi le sac de madame Crossley. »
et elle se mit en devoir de faire passer du sac de matelot, dans celui que je tenais, le montant de la dette du capitaine. La tâche, pas noire, hein, le fait de transvaser les sous, la tâche était longue et ardue, c'est-à-dire dure, car il y avait là, entassés au hasard, des pièces de tous les pays et de tous les modules. Doublons, louis d'or, guinées, pièces de 8, pièces de 8 on s'en souvient, ça me fait rire. Et d'autres que j'ignore. Les guinées, du reste, se trouvaient en minorité, et celle-là seule permettait à ma mère de s'y retrouver dans son compte. Soudain, comme nous étions presque à moitié de l'opération, je posai ma main sur son bras. Dans l'air silencieux et glacé, je venais de percevoir un bruit qui fit cesser de mon cœur de battre. C'était le tapotement du bâton de l'aveugle sur la route gelée. Le bruit se rapprochait. Nous retenions notre souffle. Un coup violent heurta la porte de l'auberge. Nous entendîmes qu'on tournait la poignée, et le verrou cliqueta sous les efforts du misérable. Puis il y eut un long intervalle de silence dedans comme dehors. À la fin, le tapotement reprit, et, à notre joie indicible, ça veut dire qu'on ne peut pas exprimer, s'affaiblit peu à peu dans le lointain, et s'évanouit tout à fait. « Mère, dis-je, prends le tout, et allons-nous-en. » J'étais certain, en effet, que la porte verrouillée avait paru suspecte, et que cela nous attirerait bientôt tout le guêpier aux oreilles. Pourtant, je me félicitais de l'avoir verrouillée. Et cela à un point difficilement croyable pour qui n'a jamais rencontré ce terrifiant vieil aveugle. Mais en dépit de sa frayeur, ma mère se refusait à apprendre rien au-delà de son dû et ne voulait absolument pas se contenter de moi. Elle connaissait son droit et voulait en user. Elle discutait encore avec moi lorsqu'un bref et léger coup de sifflet retentit. Ce fut assez, plus qu'assez pour elle et pour moi. « J'emporte toujours ce que j'ai, fit-elle en surlevant. Et j'emporte ceci pour en dire le compte, ajoutai-je, en poignant le paquet de toile cirée. Un instant de plus, et, laissant la lumière près du coffre vide, nous descendions l'escalier à tâtons. Un autre encore, et, la porte ouverte, notre exode, c'est-à-dire notre fuite, commençait. Il n'était que le temps de déguerpir. Le brouillard se dissipait rapidement. Déjà la lune brillait, tout à fait dégagée sur les hauteurs voisines. Et c'était uniquement au creux du ravin, et devant la porte de l'auberge, qu'un mince voile de brume flottait encore pour cacher les premiers pas de notre fuite. Bien avant la mi-chemin du hameau, nous arriverions en plein clair de lune. Et ce n'était pas tout, car déjà nous percevions le bruit de nombreux qui accouraient. Nous tournâmes la tête vers leur direction. Une lumière balancée de droite et de gauche, qui se rapprochait rapidement, nous montra que l'un des arrivants portait une lanterne. « Mon petit, dit soudain ma mère, prends l'argent et fuis, je vais m'évanouir. » C'était, je le compris, la fin irrémissible pour tous les deux. Combien je maudissais la lâcheté de nos voisins, combien j'en voulais à ma pauvre mère pour son honnêteté et son avidité, pour sa témérité passée et sa faiblesse présente. Par bonheur, nous étions précisément au petit pont, et je guidai ses pas chancelants jusqu'au talus de la berge où elle poussa un soupir et retomba sur mon épaule. Je ne sais combien j'en eus la force, et je crains bien d'avoir agi brusquement. Mais je réussis à la traîner le long de la berge jusqu'à l'entrée de la voûte. La pousser plus loin me fut impossible, car le pont était trop bas. Et ce fut à plat ventre, et non sans peine, que je m'introduisis dessous. Il nous fallut donc rester là, ma mère presque entièrement visible, et tous deux à portée d'ouïe de l'auberge.